présents ici, alors que, vous voyez, peu à peu, voilà, les personnes nous rejoignent. Et donc, prévention et gestion des litiges dans la réalisation de projets. Et je crois que si vous prenez un micro, on vous entendra beaucoup mieux. Ah ben voilà, hein, Voilà, voilà. voilà. Et vous avez justement la petite zapette ici, on avance Et on recule. et on recule. Voilà, Selon. c'est bon. Voilà. On a Donc, compris. on va vous écouter avec attention. Il y a la traduction simultanée pour ceux qui ne sont pas francophones. If you don't speak French, you can have the translation. Speak French? Oh, bah, if you speak French, you have to dire ça avant. Hein. Il n'y a que les. My French is very correct. Oui, oui, mais ces messieurs ont la traduction. Il n'y a que nos amis lusitaniens là, qui auront la traduction, je pense. Voilà, on vous écoute. Alors, si vous avez des questions, alors ou en cours ou à la fin, Voilà. et on les prendra avec grand plaisir et peut-être que je serai moi-même force de questions, évidemment. Bien entendu. Voilà, merci d'être avec nous, bienvenue, et on vous écoute avec attention. Merci. Donc bonjour, merci d'être là avant tout. Je sais bien qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, que pour certains ça a été dur cette nuit ou pas. Donc merci d'être là. Donc moi je suis Luc Giovanelli, comme vous avez pu le voir. Je suis expert auprès de la CNEPS, compagnie d'experts nationale en piscine et spa. Je réalise également, ah ben voilà c'est écrit, je réalise excusez-moi, également des formations pour les professionnels et des formations à l'UFA de la piscine à Pierre-Latte. D'accord? Vous avez peut-être embauché déjà des apprentis ou pas, je ne sais pas, hein, qui venaient de l'UFA. Ok? Donc, là, moi, ce que je vais vous faire, c'est... je ne vais pas avoir la prétention de faire l'ensemble des choses qui vont vous... surtout à 1 heure, qui vont vous éviter tous les litiges, mais ça va être surtout des retours d'expérience sur que moi... j'ai pu voir qui porte à litige. D'accord? Donc tout ce qu'on va voir ici, c'est du privé. D'accord? On ne parle pas des marchés publics. Je ne sais pas si quelqu'un fait des marchés publics ici. Non, ça tombe bien. Parce qu'en fait, les marchés publics, c'est le code des marchés publics, c'est très bien encadré. D'accord? Tandis que vous, quand vous faites un contrat, la principale, on verra après, mais votre contrat, à vous, c'est votre devis en règle générale. Hein? Et en public, en privé, le contrat, il fait la loi des parties. Bon, il y a certaines règles à respecter, hein, mais le contrat, il fait la loi des parties. D'accord? Donc, on va avancer. Donc, personne ne fait de public ici, hein? Non? Ok. Alors, voilà. Donc, bon, voilà. Garantie contractuelle, assurance, documents à vérifier, et les documents contractuels. Donc, ok. Donc, garantie contractuelle. Donc, responsabilité et garantie contractuelle. Quelqu'un sait de quoi je vais parler ou de quoi il en retourne? En quelques mots. Ouais. Les assurances, monsieur dit. Ça c'est pas une assurance, c'est la responsabilité contractuelle. C'est pas une assurance. Allez-y, monsieur, si... Non, bah, donc du coup, c'est pas bon. Voilà. Donc, quand vous réalisez un contrat, vous, en règle générale, votre contrat, ce que je vous ai dit, c'est votre devis. D'accord? Vous ne faites pas d'autres pièces contractuelles qui vous engagent vis-à-vis du client, à moins que quelqu'un fasse ici autre chose qu'un devis. Quelqu'un fait autre chose qu'un devis, vous, monsieur, madame, vous faites qu'un devis. C'est la pièce contractuelle. D'accord? Donc, vous avez l'obligation de respecter à la lettre votre devis. Puisque votre devis, il fait, on dit vulgairement, je vous le redis, la loi entre les parties. C'est-à-dire que tant que la réception, on reviendra, la réception, ça va, tout le monde sait ce que c'est la réception des travaux? Ouais? Donc, la réception des travaux, du moment où vous signez le devis, jusqu'à ce que vous réceptionnez sans réserve les travaux. Sans réserve avec réserve, ça va pour tout le monde? Bon, tant que vous ne réceptionnez pas le chantier sans réserve, vous êtes soumis à la responsabilité et la garantie contractuelle. C'est-à-dire que vous êtes dans l'obligation de fournir un ouvrage et des prestations
telles qu'elles sont comprises dans le devis. Tout manquement au respect de ces obligations vous engage à reprendre les travaux. Tant que vous n'avez pas signé le PV de réception, à votre avis, vous faites une piscine, le gars il vous dit je veux un bassin de 6 par 4, il est un peu tatillon, il mesure, le bassin il fait 55 par 3, 57. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez pas respecté votre contrat. Donc, vous êtes dans l'obligation de, au pire des cas, il faut casser la piscine, il faut la refaire. Tant que vous n'avez pas signé le PV de réception, aucune assurance vous couvre. D'accord? Donc la garantie et la responsabilité, la garantie si vous voulez, vous avez une responsabilité contractuelle qui est couverte par la garantie, c'est ça. Donc la responsabilité et la garantie contractuelle, c'est vous qui en assumez entièrement la charge. D'accord? Il n'y a aucune assurance et responsabilité il n'y a aucune assurance qui va vous couvrir une erreur dans la réalisation, dans le non-respect du document contractuel. Ça, il faut bien que vous l'ayez en tête. Hein. D'accord? Fuite sur le bassin avant la réception, ainsi de suite. Pareil, c'est vous qui vous débrouillez. Donc, il faut scrupuleusement respecter le devis. Alors, on peut, dans certains cas, si le client il est pas dur de la tête, vous dites il manque 3 cm, on peut régler le problème par une moins-value sur le devis. D'accord? Le mieux, c'est de ne pas faire d'erreur. Mais ceux qui ne font pas d'erreur, en principe, c'est ceux qui ne font rien. D'accord? Donc ensuite, la garantie de parfait achèvement. Qui c'est qui a déjà entendu parler de la garantie de parfait achèvement? Personne. Si, vous, monsieur. Ouais, si. Vous savez ce que c'est, la garantie de parfait achèvement? Ben, forcément, puisqu'il... Sans micro, on n'entend pas. Si, tenez, voilà. Allez-y, monsieur. Pendant un an, on a plus haut le micro, justement, même si on déteste. Le droit et l'obligation de pouvoir accéder au chantier et terminer, refaire des travaux complémentaires. Alors, les droits et les obligations, c'est plus vous qui avez des obligations que des droits. Le droit que vous avez, oui, c'est que le client, il a l'obligation de vous laisser passer s'il faut vous laisser passer. Vous donner accès au chantier. Voilà. C'est que pendant un an après le chantier, vous avez l'obligation de réparer, mais alors vraiment, j'ai l'habitude de dire, c'est des petites bricoles. Vous mettez des margelles durant l'année de parfait achèvement, il y a une margelle qui se décolle, vous avez l'obligation d'y retourner et de la recoller. D'accord? Vous avez une fuite sur une vanne, vous avez l'obligation d'y aller et de refaire, de supprimer cette fuite. D'accord? Ça, c'est une obligation. Donc, vous avez la garantie intrinsèque et extrinsèque, c'est la garantie. Alors, dans les piscines, dans les petits marchés, je vous l'ai mis pour que vous ayez, mais dans les petits marchés, ça, c'est jamais l'intrinsèque et l'extrinsèque, je vais vous l'expliquer. Vous, en piscine, vous l'avez rarement, d'accord? Si vous avez un gros marché, si vous faites une piscine, je ne sais pas, à 500-600 000 euros, forcément, vous l'aurez. Donc, la garantie, pour garantir votre revenu. Dans le marché, il peut y avoir une garantie intrinsèque et une garantie extrinsèque. Quelqu'un a déjà entendu parler des 5% de retenue de garantie? Quand vous travaillez avec un maître d'œuvre ou un archi, vous entendez parler. Hein? L'archi, il va vous faire moi, je sais bien parce que en parallèle, maintenant j'ai arrêté parce que je commence à être vieux sur les chantiers, c'est trop dur. Je suis architecte en plus. Mais enfin, je suis maître d'œuvre, d'accord? Donc, après on dit architecte, comme ça les gens ils comprennent. Maître d'œuvre, architecte, c'est voilà. D'accord? Donc, moi j'ai fait de la maîtrise d'œuvre pendant très longtemps. Donc, si vous avez un gros marché, le maître d'œuvre, il va vous retenir 5% du prix pendant un an pour vous obliger à revenir. D'accord? Donc, le détail, c'est que la garantie extrinsèque, ça veut dire qu'elle est intérieure au marché, c'est les 5% qui va vous retenir. Et la garantie extrinsèque, c'est une banque qui va vous garantir les 5%. La banque, elle va vous garder 5% du truc. Mais vous, en piscine, c'est rarement le cas. Vous avez l'obligation pendant un an d'y aller, mais il n'y a jamais une garantie financière qui est mise. Alors, voilà. Là, maintenant, on n'est plus dans
les garanties que vous devez et pour lesquelles vous n'êtes pas assuré. Là, maintenant, on est dans les assurances. Donc, vous êtes tous assurés? Oui? Bien, je ne sais pas, mais vous êtes tous assurés. Vous payez tous une assurance. Donc, responsabilité de l'entreprise en garantie civile et pénale. La RC Pro, vous avez tous une RC Pro ici. La RC Pro, non, souvent, elle est commune à votre garantie, à votre RC décennale, hein, article 1792 et suivant. Hein. Donc, la souscription, c'est-à-dire à partir de quand c'est que vous devez l'avoir? Vous prenez un chantier, quand c'est qu'elle doit être souscrite? Avant tout ce qu'on va voir, les assurances, et avant le démarrage des travaux. Si vous prenez une assurance, moi j'ai souvent le cas, notamment les carreleurs qui s'amusent à faire de l'étanchéité, ils sont assurés en carrelage, et une fois qu'on leur dit mais vous n'êtes pas assuré, attendez, je vais appeler l'assurance, ça ne marche pas. Hein. C'est pas parce que vous êtes assuré 6 mois après, l'expert d'assurance il va venir, il va regarder la déclaration d'ouverture de chantier. La déclaration d'ouverture de chantier, si elle est au 1er novembre, que le gars il est assuré au 10 novembre, il ne garantira pas. D'accord? Donc, la mise en jeu de la garantie. Donc, elle sert à quoi, cette RC civile et professionnelle? Vous ne savez pas? Vous payez comme ça sans savoir. Alors, monsieur, peut-être, il sait? Casser quoi? Si on casse quelque chose, voilà. le client. Mais il faut que vous détériorez en cours de chantier un ouvrage tiers, pas le vôtre. Hein. Si pendant le chantier, vous mettez une membrane ou un liner, le mec, une fois qu'il a bridé, ça arrive, non pas faire le tour comme ça, il fait le tour à l'intérieur, comme ça arrive hein, souvent. Vous bousillez le liner, bon, il y a d'autres solutions. La RC Pro, elle ne va pas vous couvrir, vous. Hein. Elle ne vous couvre pas vos ouvrages. Elle couvre les désordres. Vous arrivez, le mec, il arrive avec ça. Vous arrivez avec votre camion de chantier, vous reculez, vous ne faites pas attention, bam, vous pétez la baie vitrée. C'est ça. Également, si vous prenez des gens, alors là, ça peut être cumulé avec le contrat automobile, mais si vous prenez des gens, vous dites si vous avez un magasin, vous dites à votre client, ben écoutez, je vais vous montrer les carrelages, les liners, les volets roulants au magasin, montez dans ma voiture, on y va. Là, c'est pareil. D'accord? OK? Donc, on vient de dire ce qu'étaient les ouvrages couverts par la garantie. Donc, ça, en règle générale, c'est pas en règle générale, c'est ça. La souscription, on le sait, et la mise en jeu, c'est quand vous causez un dégât à des ouvrages tiers. D'accord? Alors, la garantie biennale. Je l'ai mis dans assurance, mais là, vous avez regardé, c'est écrit garantie biennale. Vous n'êtes pas assuré pour ça. La garantie biennale, comme son nom l'indique, elle dure? Pas compliqué là, les gars, hein, et les dames. Combien? 2 ans. Voilà. C'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Donc, la souscription, comme je vous ai dit, toujours pareil. Hein, ouverture de chantier, il faut qu'elle soit actée. Mais là, forcément, elle l'est puisque c'est une garantie. Et ce n'est pas une assurance. Donc, mise en jeu de la garantie. Ça, mise en jeu de la garantie, c'est un dysfonctionnement sur les ouvrages qui ne sont pas immeubles. Donc, un ouvrage immeuble, vous savez ce que c'est? Un immeuble. La chaise, elle est meuble. Et un immeuble, si on la fixe au sol, elle devient immeuble par destination. Un immeuble, c'est quelque chose qu'on ne peut pas bouger. En droit, hein, pas en construction. Hein. Construction, un immeuble, c'est quelque chose pour habiter. Mais en droit, c'est ça. Donc, la mise en jeu de la garantie, c'est tous les équipements. Nous, en piscine, je vais vous parler de la piscine, en bâtiment, il y en a d'autres. C'est tout ce qui n'est pas immeuble et qui n'est pas immeuble par destination. Donc, qu'est-ce qui est, à votre avis, un exemple de quelque chose qui est pas immeuble, qui est meuble dans la piscine? Voilà, la pompe, le filtre. D'accord? Par contre, une pièce à sceller, c'est immeuble. C'est meuble, mais ça devient immeuble par destination dans une piscine béton parce qu'il faut
intervenir sur la structure pour le changer. Donc ça devient, si vous avez une fuite sur une pièce à sceller, peu importe laquelle, c'est pas dans cette catégorie que ça va rentrer parce que la pièce à sceller, elle devient immeuble par destination. D'accord? Sauf si vous avez un système de piscine où vous pouvez dévisser et la remplacer. Mais là, elle est meuble. D'accord? Donc nous, en piscine, toute cette partie-là, elle est assurée par, en règle générale, par les garanties fabricants. D'accord? Si vous avez un problème sur une pompe, alors après, il faut regarder la garantie fabricant. Mais la garantie, c'est ça. Si vous avez un problème sur une pompe, vous téléphonez à votre fabricant, vous dites ben, ça ne va pas, et c'est lui qui donne la pompe ou c'est lui qui répare. Nous, dans le cas de la piscine, elle est assurée par la garantie fabricant. D'accord? Alors, celle-là, c'est celle-là qu'il faut que vous vérifiez bien si vous l'avez et que vous l'avez de façon conforme à la réalisation de vos travaux. Une garantie décennale, bon, je ne sais pas si vous le savez tous, mais une garantie décennale, elle est affectée à un type de travaux. Si un maçon il a une garantie décennale, il ne peut pas faire de la plomberie. Dans votre garantie décennale, il y a des conditions générales pour lesquelles vous êtes assuré. Et il y a même après ça, les choses pour lesquelles vous n'êtes pas assuré. Et si vous avez des petits doutes, vous faites préciser. Hein, parce que des fois, il y a des limites de prestations qui sont un peu, comment dire, litigieuses. Et là, vous savez, l'assureur, c'est votre ami tant qu'il n'a pas à vous indemniser. Pour prendre vos... Je ne dis pas c'est des voyous, les assureurs. Hein, je dis qu'après, chacun se défend. Hein, donc pour payer, vous inquiétez pas, ils vous diront toujours bon. Donc, souscription. Qu'est-ce qu'on a dit? Toujours pareil à l'ouverture du chantier, il faut que vous l'ayez. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que ça couvre? Alors, je voulais marquer là-haut, c'est l'article 1792 et suivant du Code civil. Hein, la décennale. Mais ça, j'allais dire tout le monde le sait. Enfin, après, 1792 et suivant du Code civil, vous ouvrez le Code civil, même sur Internet, vous les avez. Hein. Les articles du Code civil, ce n'est pas protégé, tout le monde peut les regarder. Hein. D'accord? Vous allez sur Légifrance et c'est écrit. Donc, type de travaux couverts. La décennale, qu'est-ce que ça vous couvre comme type de... Enfin, les types de travaux et le type de désordre, on va dire. Il y en a deux. Hein? Oui. Alors, là, moi, je ne vous ai pas précisé quelque chose. Là, de tout ce qu'on parle, c'est dans le cadre de votre responsabilité quand c'est vous qui avez fait une faute. Pas quand c'est le client qui a fait une faute. Si le mec, au bout de 6 mois, son liner ou sa membrane, elle est complètement décolorée et que son liner, c'est un chou-fleur et qu'il a un taux de chlore catastrophique, ainsi de suite, c'est pas votre faute. Bon, après, il faudra justifier que c'est pas votre faute. Mais si c'est justifié, toutes les garanties, elles ne s'appliquent pas. Hein. Moi, tout ce que je vous parle, c'est s'applique à vous si c'est la faute, elle vient de chez vous. La faute ou l'erreur. D'accord? Donc, quel type de désordre? Le principal désordre dans les piscines, c'est quoi? Couvert par la décennale. C'est facile. C'est quoi? Les fuites. Donc les fuites, l'article 1792, hein, ça nuit à la destination de l'ouvrage. Donc une piscine, le bassin d'une piscine, la règle principale, c'est de maintenir l'eau. Enfin, de maintenir l'eau. D'être étanche le plus possible. C'est jamais étanche à 100% une piscine. Hein, mais voilà. Donc, la première, enfin, je veux dire, comment je veux dire, ça, c'est pas un type de travaux. C'est la première règle pour que l'assurance décennale, elle marche, c'est de nuire à la destination de l'ouvrage. Peu importe la destination de l'ouvrage. D'accord? Et le deuxième, c'est... Hein? Non. Ça, c'est particulier. Ça, c'est un cas. Moi, c'est c'est l'article 1792, c'est impropre à la destination ou nuire à la destination. Et le deuxième, c'est les... Ah non, et dommage que j'ai aux autres, on vient de le passer. C'est un problème qui peut engendrer
qui affectent la structure de l'ouvrage. D'accord? Par exemple, si vous avez une piscine béton, peu importe la réalisation, si c'est de l'agglo, si bon bref, qui se fend en deux, enfin qui se pète pas en deux, hein, parce que si elle se casse en deux, forcément vous allez avoir des fuites. Donc vous êtes dans les deux. Mais s'il y a une piscine qui se fissure, sans pour autant engendrer de désordre, ça peut arriver. Hein. Ça on le voit quand les piscines elles sont un peu hors sol ou à flanc de colline, sinon on voit rien. Une piscine qui est fissurée, si vous avez un bon liner ou une bonne membrane, ça arrive quand même qu'elle garde l'eau. D'accord? Donc il n'y a pas une propriété à destination, mais on rentre dans le deuxième cas, il y a un désordre sur la structure. Ok? C'est ces deux seuls cas. Hein. Si vous avez, alors, dans ces deux cas, ça regroupe beaucoup de choses. Hein. Impropriété à la destination. Alors, l'impropriété, bon là on ne va pas le faire là, mais l'impropriété à la destination, des fois c'est en piscine, si ça ne fuit pas, c'est compliqué. Hein, l'impropriété à la destination. Hein. Parce que par exemple, vous mettez une super membrane ou du super carrelage, mettons vous mettez un revêtement carrelage qui embellit grandement votre piscine. Donc sa destination, c'est d'assurer le revêtement. Alors au passage, hein, le carrelage, ce n'est pas une étanchéité. Hein. Je vous le dis comme ça. Hein. Je vois deux messieurs qui rigolent, mais ce n'est pas aussi clair dans la tête de tout le monde. Hein. Donc, vous, si c'est clair dans votre tête, c'est très bien. Vous avez un carrelage, vous mettez un super beau carrelage qui assure, dans un cadre particulier, vous avez une belle maison de maître, vous faites une belle piscine qui fait plus de déco que le reste. Le carrelage, il se fissure et il ne devient pas beau. Il n'y a aucune impropriété à la destination si vous avez une bonne étanchéité à l'arrière. Hein. Par contre, est-ce que ça nuit à sa destination ou pas? Puisque la destination du carrelage, c'est d'assurer le revêtement et également d'assurer la beauté de la piscine. Donc, c'est pour ça que l'impropriété à la destination, à part les fuites, c'est plus difficile à appréhender, à déterminer. D'accord? C'est pareil, un liner super beau, il change de couleur parce que je ne sais pas ce que vous avez fait une erreur et tout. Est-ce que ça nuit à sa destination ou pas? Ça, c'est compliqué. Hein. D'accord? Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire attention, la décennale, elle ne vous couvre pas pour tout. Hein. C'est les deux seules choses. OK? Donc, ce que je peux vous dire aussi sur la décennale, c'est qu'il faut que vous soyez certain de ce que vous vendez par rapport à votre décennale. Si vous vendez, s'il y a marqué sur votre décennale piscine béton, vous n'avez pas le droit de poser des coques. Et vice-versa. Faites attention quand vous faites l'électricité, la plomberie, et ainsi de suite. Il faut que ce soit noté. Sinon, vous n'avez pas le droit de le faire. D'accord? Donc, vérifiez bien que vous êtes assuré pour ce que vous faites. Alors, si vous faites, on va changer que des coques et qu'un jour, vous voulez réaliser une piscine en béton, bon, mis à part à la technicité, que vous fassiez attention, que vous y arriviez correctement, vous pouvez prendre une assurance ponctuelle. C'est-à-dire que vous dites à votre assureur, je vais faire une piscine, vous localisez, vous décrivez bien votre chantier et vous le faites. Vous avez le droit. Ponctuellement, vous avez le droit, ça existe. Après, il faut que votre assureur y veuille, hein, c'est à sa discrétion. D'accord? Donc, c'est bon pour la décennale. Donc celle-là, c'est quand même celle-là qui vous couvre. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la décennale, vous avez tous des têtes d'honnêtes hommes et d'honnêtes femmes. Donc ça va pas vous concerner. Mais une assurance non prise. D'accord? Vous allez dire, bah, écoutez, moi je m'en fous. Je n'ai pas pris l'assurance, la piscine elle est pétée en deux, il y en a pour 150 000 € de travaux, je ferme ma boîte, je m'en vais. Non. Le législateur et notamment la jurisprudence, c'est fini ça. Même si vous fermez votre boîte, vous êtes pénalement responsable sur vos biens propres. Bon alors si vous n'avez rien, on peut faire ça aussi. Mais je veux dire, même si vous fermez votre boîte, le gérant est responsable pénalement du défaut d'assurance. D'accord? Alors, c'est rarement le cas que ça va jusque-là, parce qu'en principe, les gars qui ne sont pas assurés, qui se barrent, qui ferment, c'est un peu dégougnafié, les gars, quoi. Donc, ils n'ont rien, enfin, ils se rendent insolvables. Mais enfin, vous êtes pénalement responsable. D'accord?
OK? Donc, la dommage ouvrage, ça, je vous l'ai mis. Ce n'est pas une assurance que... Qui c'est qui a déjà entendu parler de l'ADO? Ouais. Donc ça, ce n'est pas une assurance que vous prenez vous, c'est une assurance obligatoire que doit prendre le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, c'est le client. Hein. Sauf qu'en France, vous savez, la dommage d'ouvrage, c'est une assurance obligatoire, mais sa non-souscription n'est pas condamnée ni réprimandée. Donc, c'est bon. C'est comme sur la route. Si sur la route, vous roulez à 130, mais si vous roulez tout le temps à 200, que jamais personne vous arrête, s'en fout. Donc voilà. Donc l'ADO, c'est une assurance de préfinancement et qui va couvrir les désordres de même nature que l'article 1792, sauf que pour le maître d'ouvrage, c'est une assurance de préfinancement, ça veut dire que le maître d'ouvrage, quand il va avoir un problème de nature décennale, il va déclarer à l'ADO, l'ADO va lui rembourser le montant des travaux et c'est l'ADO qui se chargera de trouver les responsables. D'accord ? Parce que le problème, c'est que si le maître d'ouvrage n'a pas de DO, vous, foncièrement, ça va pas vous changer grand-chose. D'accord ? Le seul truc qui va vous changer, c'est que c'est l'expert DO qui va convoquer votre assurance, sans faire de déclaration. Sauf que si il n'y a pas de DO, c'est vous qui allez faire votre déclaration. Mais vous, au bout du compte, ça ne va rien vous changer. La seule chose qui va changer, c'est pour le client. OK ? Bon, là, on en parle, mais la DO, c'est toujours bien de savoir, même dans vos clauses, vous pouvez toujours dire, alors, la DO, elle est marquée sur les autorisations administratives, son obligation. Hein ? Autorisation administrative, vous savez tout ce que c'est? Oui? C'est pour construire une piscine de plus de 10 mètres carrés. Hein? Donc, sur l'autorisation administrative, c'est écrit. Vous avez dans l'obligation, suivant l'article, je ne sais plus lequel, de souscrire une dommage ouvrage. D'accord? C'est marqué. Juste pour vous sensibiliser au niveau du timing, on en est à la moitié de la présentation et on a déjà passé une demi-heure. Ouais. Ah, non, mais après, c'est la base. Voilà, après, je ne reviens pas sur le fait que ça soit extrêmement intéressant, évidemment. C'est pas la peine de me le dire, ça. Oui, bah, ça va sans dire, oui, effectivement. Mais non, juste mais par rapport à la gestion du temps. C'est bon. Voilà. Non, parce qu'après, là ils ont un peu... Mais ce qu'on va voir maintenant, ils ont un peu plus l'habitude. D'accord ? Donc, mais merci de cette information. Je suis un peu le père Fouras une du temps. Une petite horloge aurait été judicieux. Mais je suis l'horloge. Très bien. Voilà, parlante. Oui, mais ça fait... Donc, les documents à vérifier avant d'attaquer vos travaux. Pas avant d'attaquer votre devis, hein, parce que si vous commencez à dire au mec, attendez, faites-moi passer ça, vous n'allez jamais signer, quoi. Vous signez, d'accord ? Vous vérifiez l'autorisation administrative de travaux, on vient d'en parler, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est ? C'est vulgairement appelé le permis de construire. Mais ce n'est pas un permis de construire chaque fois. Vous connaissez les règles ? 0,10 mètres carrés, 10, 100 mètres carrés, plus de 100 mètres carrés. Vous savez ? 0,10 mètres carrés, pas d'autorisation. 10, 100 mètres carrés, une déclaration préalable. Plus de 100 mètres carrés, un permis de construire. Foncièrement, c'est à peu près la même chose. C'est les documents qui changent. Mais les plans, tout ça, c'est à peu près pareil. OK ? Par contre, si vous faites une piscine de moins de 10 mètres carrés, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autorisation administrative à déposer qu'il ne faut pas respecter les règles de la commune qui sont inscrites dans le PLU. Si dans votre commune, et de plus en plus, parce que vous savez, je ne vais pas vous l'apprendre, les piscines, les gens qui font des piscines, les voisins, ce n'est pas très en vogue. Si vous avez un écolo radical à côté de chez vous et que vous faites une piscine, il va surveiller ce que vous faites. Donc moi là, on vient d'en faire casser une il n'y a pas longtemps. Le mec, il a fait une piscine de 9 mètres carrés, 50. Sauf que sur le PLU, il y avait écrit la surface d'imperméabilisation de la parcelle, elle doit être de, je vous dis ça de tête, je vous prends un exemple au hasard, de 55%. Quand il a fait sa piscine et ses plages, ça a dépassé. La surface imperméabilisée, elle était de 60. Ils ont cassé. Voilà. Pour vous dire que ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'autorisation administrative à respecter qu'il ne faut pas respecter les règles. Si vous avez un PLU qui vous dit sur votre parcelle, vous ne faites pas de piscine,
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'autorisation que vous allez en faire une. D'accord? Donc, qu'est-ce qui échappe le truc aux autorisations administratives de travaux? Qu'est-ce qui échappe? S'ils font de moins de 10 mètres carrés, oui. Qu'est-ce qui échappe? Bassin à carpe, oui, mais enfin ça, nous on ne pense pas du bassin à carpe. Tout ce qui échappe, c'est les piscines démontables. D'accord? Ce n'est pas le caractère leur sol qui compte, c'est les piscines démontables et normalement démontées, qui ne sont jamais démontées. Hein? Ok? Piscine à bar, enfin, vous voyez tout ce que je veux dire, quoi. Parce qu'ils en font des grandes maintenant. Hein? Bon. Donc, vous êtes obligé aussi de regarder la date d'affichage de l'autorisation, parce qu'une fois qu'on a le permis, les tiers, ils ont 2 mois pour faire le recours. Donc s'il a eu le permis la semaine dernière, il faut impérativement, même si vous ne le faites pas, il faut impérativement respecter les 2 mois du tiers. Parce que si au bout quand il a le permis aujourd'hui, vous dites putain c'est bon, j'avais un trou, je remplis, vous faites la piscine, au bout de 1 mois et demi, le tiers il fait un recours, le recours il marche, vous cassez la piscine. D'accord? Donc l'étude de sol, il faut vérifier si vous n'êtes pas sûr et lui dire on fait une étude de sol. Pour une piscine, une étude de sol, ça fait 1 500 €. Hein, c'est pas ça qu'il va faire. Hein. OK? Alors, si vous avez une étude de sol de la maison, ça donne une indication, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Hein. D'accord? Une étude de sol pour faire une maison et pour faire une piscine, ce n'est pas la même. Hein. OK? Ça vous donne une indication sur le truc. OK? Parce que vous savez tous que quand vous faites une piscine enterrée, vous déchargez le sol. Hein? Hein? Vous ne surchargez pas. D'accord? Et encore plus si vous faites une coque. Alors, documents contractuels. Donc après, devis, commande et documents associés, type de travaux, donc c'est ce qu'on disait un peu au départ. Hein. Votre devis, il fait la loi entre les parties. OK? Toute modification de travaux, de devis, doit faire l'objet d'un avenant de travaux, en plus ou en moins-value. Qui c'est qui fait des avenants de travaux? Quand il y a une modification, faites qu'un devis. Vous faites un avenant? Très bien. D'accord? L'avenant, il doit informer le maître d'ouvrage, donc le client, du montant de la prestation avec les modifications. Notamment quand vous avez notamment au niveau du terrassement. Moi, j'ai vu des gens, ils ont terrassé, ils disent « Oh mince, il y a une cuve. » Il y avait une cuve béton. Le mec, il a dit ben, « Allez-y, creusez. » Oui, oui, non, mais c'est bon, c'est bon. Quand il a présenté la facture en fin de travaux, ben, le client, il a dit ben, « Moi, je vous ai rien dit, moi. » Et il s'est assis sur son truc. Donc, toute modification avenant. Contrat de sous-traitance, co-traitance. Qui c'est qui fait intervenir des entreprises? Vous faites un devis principal et après vous faites intervenir des entreprises. Personne? Bon. Si vous le faites un jour, il faut savoir qu'il faut absolument faire un contrat de sous-traitance. Il faut absolument que le maître d'ouvrage soit d'accord pour que une de vos prestations prévues sur votre marché, elle soit donnée à quelqu'un d'autre. Sinon, c'est vous qui êtes responsable. Vous devez être assuré pour la même chose que votre sous-traitant. Vous ne faites pas de liner ou on va dire les membranes en général. Hein, je fais liner. Quand je dis membrane PVC, c'est liner et membrane armée. Vous ne faites pas de membrane. Vous dites je vais sous-traiter la membrane. Il faut vous aussi que vous soyez assuré pour faire de la membrane, même si vous ne le faites pas. OK? Donc ensuite, plan d'implantation, c'est aussi un truc très important. Et sur le plan d'implantation, il faut qu'il y ait quoi? Le principal truc, le niveau 0. Parce que ça, moi j'envoie des pleines valises. La cliente, le client, il dit, c'est souvent, je dis la cliente parce que c'est souvent les clientes qui sont un peu plus tatillonnes. Le client, des fois, il s'en fout si sa piscine, elle fait 10 cm ou 5 de moins. Plan 0, niveau de fond de fouille, niveau de margelle, niveau de truc. Parce que c'est bien beau de dire niveau de margelle, si votre terrain il est plat, il n'y a aucun souci. Mais si votre terrain il est un peu en pente, il y a une partie qui va déborder, point 0. Et point 0, vous ne prenez pas un caillou marqué avec la bombe. Hein.
vous prenez un escalier, un truc qui ne bouge pas, enfin qui est censé ne pas bouger. OK? Après, plan d'implantation, il doit respecter l'autorisation administrative, bien entendu. Donc après, ordre de service, ça je vous l'ai mis. Ordre de service, c'est pareil. Si vous avez une maîtrise d'œuvre, d'accord? Si vous avez une maîtrise d'œuvre, il va vous faire des ordres de service pour dire démarrer les travaux. OK? Donc, alors on a un peu anticipé. Hein. Lors des travaux, demi-modificatif en plus ou en moins-value, avenant en plus ou en moins-value, d'accord? Un devis, ça devrait normalement, si le client il est honnête honnête, s'il ne veut pas vous entourlouper, ça marche. Mais si vous faites un avenant, l'avantage de l'avenant, c'est qu'à la fin de l'avenant, il y a le montant global du marché. Parce que si vous faites un devis, il n'y a pas le montant global du marché sur votre nouveau devis. Vous avez juste le montant de la plus-value ou de la moins-value. D'accord? Alors, situation facture d'acompte. On reviendra après à la réception partielle. Situation facture d'acompte, en fait, c'est marqué sur le devis et il faut suivre ce que vous avez marqué sur le devis. Par contre, une fois, bon, vous essayez d'équilibrer, vous ne lui prenez pas, il y en a qui le font, ils prennent 60% à l'achèvement des murs. Mais bon, 60% à l'achèvement des murs, le mec il regarde ça, il dit mais ma piscine n'est pas finie. Ouais, mais bon, il faut kipper. Donc ça, vous équilibrez. Et les situations facture d'acompte, elles suivent. Bon, après, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faut que vous fassiez. Mais là, c'est en règle générale si vous faites ça déjà, parce que là, en 1 heure, on ne va pas tout détailler, d'accord? Donc ensuite, réception partielle. Je vous parlais tout à l'heure de réception des travaux. La réception partielle, c'est quand vous avez un ouvrage qui arrive un peu plus tard. C'est-à-dire que vous finissez la piscine, le mec, il a décommandé des margelles qui sont là. Vous avez un délai énorme pour récupérer les margelles. Vous faites une réception partielle. Ça veut dire que vous réceptionnez tous les travaux que vous avez faits et vous réceptionnerez les margelles après. Pourquoi? Parce que même s'il n'a pas les margelles, le gars, il va s'occuper de sa piscine, il va la mettre en eau. Si le gars, avec son balai ou un gamin, enfin, il fait une connerie sur votre membrane qui la perce, si vous n'avez pas fait une réception partielle, c'est vous qui êtes responsable, responsabilité contractuelle. D'accord? Ça arrive souvent, vous dites au mec, ouais, ben c'est bon, on fera quand les margelles seront arrivées. Non. Le mec, il va s'en occuper, s'il vous coupe, c'est vous qui êtes bon. OK? Alors après, travaux terminés, facture de solde, PV de réception avec ou sans réserve, PV de réception, vous savez ce que c'est. Alors, surtout les PV de réception, vous ne me faites pas des PV de réception de 45 pages. PV de réception, c'est la date de réception, basta. Vous ne me mettez pas toutes les fiches, toutes les PV de transmission de données techniques et manuelles d'utilisation, vous me les mettez à côté. Le PV de réception, c'est une feuille recto verso et le verso s'il y a des réserves. D'accord? Le PV de réception, il y a l'indication formelle du chantier, l'indication du maître d'ouvrage, l'indication de l'entreprise et l'indication de l'archi ou du maître d'œuvre s'il y en a un. Enfin, si vous avez un archi et un maître d'œuvre, s'il fait bien son travail, c'est lui qui fera le PV de réception. OK? Donc, ensuite, PV de mise en service. D'accord? Là, vous lui expliquez tout, vous regardez tout fonctionne, ainsi de suite. Et après, PV de transmission des notices techniques et manuels d'utilisation. Attention, ne faites pas, si par exemple vous faites plusieurs types de filtres, plusieurs types de pompes, vous ne faites pas une généralité en cochant. Il y en a qui sont tentés de faire ça. Moi, j'en ai vu un, il s'est fait rétamer une fois parce qu'une entreprise, elle propose plusieurs types et elle avait fait des cases. Elle a dit comme ça, moi je fais la photocopie de tout. Et je coche. Vous avez ça. Il y a un expert judiciaire qui est arrivé. Il a dit ouais, mais bon, après on lui a dit qu'il fallait qu'il se calme un peu. C'est passé comme ça. Mais il faut que vous donniez simplement et uniquement les documents afférents à la piscine que vous venez de réaliser. D'accord? C'est sûr que si on réfléchissait, ça serait très bien. Mais il ne faut pas le faire. Vous prenez 3 types de pompes, 3 types de filtres, 3 types d'électrolyseurs, vous faites tout le temps les mêmes trucs et vous cochez. C'est pas bon. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait comme ça ou pas. Non? Vous donnez chaque fois que le truc. Et ça, vous vous assurez par une signature qui ne reviendra pas dessus, en disant vous ne me l'avez pas donné. D'accord? Voilà. Voilà. Et l'horloge parlante vous dit pile poil dans le timing. Alors peut-être que vous avez des questions
Voilà, allez-y, je suis prêt à les écouter, en espérant pouvoir y répondre. Alors, une question Juste un petit point sur l'étude de sol. plus haut, Ouais, même si vous ouais, n'avez pas ouais. le micro. Est-ce qu'il est nécessaire de la faire avant le devis, avant d'avoir écrit le devis, avant de, Euh, dans l'idée alors, là va se tamponner le truc commercial et la chose technique. Parce que si c'était obligatoire, maintenant pour faire, si vous voulez, on est entre deux. La piscine, c'est un dérivé. Avant, la piscine, c'était du génie civil, ça n'a rien à voir. Il y a 25-30 ans, ça a été raccroché au bâtiment. Sauf que la piscine, c'est bâtiment. C'est pas du bâtiment. Donc, il y a plein de choses qui sont encore entre les deux. Donc, en règle générale, l'analyse de sol, il faudrait dire, et je vous fais signer le devis, il y a 1 500 € d'analyse de sol. Sauf que si vous faites ça et que votre concurrent ne vous le fait pas, vous n'allez pas signer de devis. Donc ça, c'est un peu, avant de faire le devis, une analyse de sol, vous ne savez pas comment est le sol, si vous voulez. C'est pour ça que maintenant, toutes les maisons, il y a beaucoup de piscines que vous faites dans des maisons individuelles qui ont été réalisées il n'y a pas longtemps. Demandez-la, et ça vous donne quand même une sérieuse indication sur le sol. D'accord ? Hein ? Et puis si jamais vous n'êtes pas au fait de dire dans le terrassement, tout le temps dans votre terrassement, j'espère que vous mettez ça, sous réserve de, par exemple, brise aux roches, temps par jour ou temps par heure, ainsi de suite. Sous réserve de trouver un sol, vous pouvez dire 1,5 bar au mètre carré. Premier coup de pioche, si vous avez l'habitude, on dit premier coup de pioche, c'est coup de pelle en principe. À moins que vous pouvez toujours les faire à la pioche, mais c'est un peu plus long. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Donc, premier coup de pelle, vous sentez quand vous avez l'habitude, vous voyez un peu. D'accord ? Là, vous pouvez dire, écoutez, hop. Vous pouvez le chiffrer. Alors, il faut savoir que l'analyse de sol, elle est toujours à la charge du maître d'ouvrage. Hein. D'accord ? Mais vous pouvez, vous, l'inclure dans votre devis en disant, si nécessaire, étude de sol. Voilà. Sauf que je vous dis, les piscinistes, les pisciniers, pardon, ils rechignent à le faire parce qu'ils me disent, ah, moi, je le fais pas. Moi, si je le fais, mon voisin, il ne va pas l'écrire. Il va dire, c'est bon. Après, ça, c'est chacun prend ses responsabilités. Après, ça peut être un argument aussi de qualité auprès du client. C'est ça. En disant, voilà, moi je suis plus professionnel peut-être que le voisin qui n'en fera pas. C'est Et ça. donc du coup, je vous propose une étude de sol et ça donne une valeur, ça peut donner une valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Exactement. C'est comme dans votre devis quand vous faites les autorisations administratives. Vous dites, moi, je l'ai fait. Une autre question ou remarque, peut-être. Parce qu'effectivement, je crois que c'est un sujet sur lequel on pourrait passer l'après-midi. Moi, j'ai la formation. Alors après, si vous avez... Nous, on fait la formation après à l'UFA, hein, formation professionnelle. On le dit aux apprentis, je leur fais, hein, bien entendu, dans le cadre de la formation. Et après, nous, c'est une formation qui dure une journée complète. Voilà, donc du coup... Donc, c'est sûr qu'à 1 heure, on fait un éventail, mais on ne peut pas rentrer dans le détail. L'objectif justement de votre intervention, Voilà. c'était de sensibiliser sur les points majeurs Voilà. pour que vous rencontriez le moins de soucis. Après, nous, vous avez mes coordonnées là. Si jamais, m'appelez pas toutes les 5 minutes, hein, sinon je vais vous facturer, c'est sûr. Mais si vous avez un petit truc particulier, je veux dire, ah là, comment je fais ? Chaque fois qu'on fait des formations, après les pisciniers, ils m'appellent, pas régulièrement, mais une fois par an, ils me disent, ah là, j'ai un petit truc comme ça, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse comme ça ou comme ça ? Je vous réponds, voilà. Mais peut-être qu'à l'issue justement de votre intervention, il y aura peut-être des questions peut-être un peu plus ciblées sur des cas d'usage Voilà. en tout cas, qui vous seront posés si vous avez de la disponibilité justement sur, Pas de souci, il n'y a sur pas de les souci. instants qui suivent. Ah, peut-être oui. Là, à l'instant, hein, j'entends L'instant, pendant que c'est bien chaud. entendu. Hein, Oui, pendant bien que, entendu. voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et merci je vous à invite vous. Et à merci applaudir Monsieur Giovanelli. Merci de votre présence. Oui, puisque après la nocturne d'hier, qui a priori a été un peu soutenue, on va dire, eh bien merci pour votre présence. Et peut-être que justement vous êtes passé à côté de cette nocturne pour justement être présent aujourd'hui et garder l'esprit clair par rapport aux informations de Monsieur Giovanelli. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment. Voilà, c'est ainsi que s'achèvent justement toutes les interventions sur la Pool Arena. Merci à l'équipe GL Event. Voilà, je vois Victor et je vois une partie de l'équipe ici. Merci infiniment
pour non seulement votre confiance, et puis voilà, pour cet espace ô combien agréable. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir été présents tout au long de ces échanges sur la Pool Arena. Et puis ben, merci l'équipe technique, hein, puisque effectivement, souvent, hein, vous travaillez dans l'ombre pour que nous soyons sous la lumière et avec un son. Eh bien, voilà, on peut, hein, applaudissons les équipes techniques. Merci, parce qu'on ne les remercie jamais assez. Sans eux, rien n'est possible. Merci, bonne fin de salon. On se retrouve eh bien peut-être dans 2 ans. Ouais. Voilà, en tout cas, ce sera avec grand plaisir. Voilà, oh, c'est la séquence émotion. Voilà, vous avez tout loupé, vous n'étiez pas là. Voilà, vous allez louper. C'était ici qu'il fallait être. Voilà. Merci, bonne fin de salon. Bye bye, ciao, ciao.